La mission d'Anaël est d'accompagner les indépendants dans la création de leur identité visuelle. Graphiste passionnée et surtout vitaminée, elle révèle leur savoir-faire et rend leur entreprise aussi irrésistible qu'une pêche gorgée de soleil. Bienvenue Anaël et merci d'être avec nous. Merci Anitra, c'est un plaisir. Merci de m'avoir invitée. Selon toi, qu'est-ce que la plupart des entrepreneurs sous-estiment quand ils pensent à leur identité visuelle? Mmh. Alors, ce qu'ils peuvent sous-estimer j'ai l'impression en tout cas que la première chose, à laquelle on pense quand on parle d'identité visuelle, il y a le logo d'abord, qui est le sacro-saint logo dont on parle beaucoup, et puis après viennent les couleurs et la typographie. Mais peut-être qu'on parle très peu des éléments graphiques et des pictogrammes, des petites illustrations qui vont venir habiller tout l'univers et enrichir cet univers-là. Et c'est vrai qu'ils sont souvent, je pense, sous-estimés alors que c'est eux qui vont être beaucoup sollicités, pardon, quand on va, voilà, décliner l'identité sur un site web, sur des posts Instagram et cetera. On en a quand même bien besoin. C'est vrai, tu as raison. On n'y pense pas, ces petits détails-là. Alors beaucoup d'entrepreneurs croient qu'il faut un site, un logo, une charte complète avant même de d'avoir un client. Alors pourquoi ce réflexe? Est-ce que c'est lié au syndrome de l'imposteur, au besoin de légitimité? Et quel est le vrai danger derrière ce réflexe? Je pense que tu l'as dit, il y a un vrai sujet de crédibilité que peut apporter une identité visuelle. Je le vois en tout cas, ouais, quand je travaille avec mes clientes, il y a un premier bénéfice à l'identité visuelle qui est, voilà, évidemment de se démarquer, de percer par rapport à la concurrence et cetera. Mais il y a un bénéfice, beaucoup plus sous-jacent et beaucoup plus intérieur qui est en fait ouais, cette légitimité que comme tu le disais si bien, qu'on a quand enfin on a, un logo, bah, tout de Mmh. suite, voilà, notre entreprise elle existe, elle est C'est vrai. complète et on a Comme la envie. carte de visite. Mais c'est ça exactement. Non mais c'est ça, en fait, on n'a plus juste un hobby mais vraiment une entreprise, quoi. Après, je suis pas sûre qu'il y ait vraiment un danger à considérer ça comme, voilà, comme étant le premier réflexe et à commencer par ça. Il faut juste être OK avec, le fait que la base qu'on va travailler en prix et qui va nous permettre de nous lancer sera amené à évoluer. Parce que en fait, même quand on commence et qu'on a, des bases qui sont quand même assez établies, donc on sait avec qui on a envie de travailler, on sait ce qu'on a envie de proposer, on sait quel type de positionnement on va avoir sur le marché et cetera. Donc ça, c'est quand même des bases essentielles pour travailler son identité. Mais ces bases-là, une fois qu'on a vraiment commencé notre activité, qu'on a eu un, deux, trois, 4 clients, projets, en fait, ça va s'affiner et voilà, ça va évoluer aussi, avec nous, avec, nos envies, avec nos projets et cetera. Donc voilà, je pense que c'est juste un petit warning à se mettre là, à se dire que, ben, franchement, OK, d'investir dès le début sur une base, qui soit clean, si ça t'aide vraiment, à te lancer et que ouais, tu te sens OK avec ça. Mais voilà, faut pas oublier que potentiellement ça peut bouger. Ça peut aussi ne pas bouger, Mmh. hein. Peut-être que Mmh. C'est vrai. tes valeurs et tes fondations seront les mêmes dans 5, 10 ans, mais peut-être qu'il y aura des petits ajustements à faire aussi. Et comment justement différencier une identité qui est nécessaire pour se lancer d'une identité qui est trop lourde et qui bloque au départ? Quelle serait une version minimum d'une identité visuelle? Et concrètement, si tu devais réduire ça à 3 essentiels, ce serait quoi? Je pense pas qu'il y ait d'identité visuelle trop complète et qui puisse te bloquer. Ça déjà, c'est le premier point. Par contre, pour répondre à la deuxième partie de la question et qui est vraiment, voilà, de quoi on a absolument Mmh. besoin, il y a pour moi 2 fondamentaux. C'est la palette de couleurs qui est vraiment une grosse, grosse partie de l'identité visuelle et le deuxième point, c'est les typographies. Choisir les bonnes typographies, voilà, ça c'est les deux points qui permettent, quand on les a, d'avoir déjà une com qui soit propre et professionnelle. Voilà, même sans le pousser plus que ça, bah, au moins ces essentiels-là, ça permet de se lancer, quand même sereinement et de renvoyer une image qui soit propre et qui nous desserve pas. Et est-ce qu'il existe des faux essentiels qu'on croit absolument indispensables mais qui en fait qui peuvent attendre? Le logo. Le premier auquel on pense en fait. Bah, en fait, c'est ça, le nombre de personnes qui viennent me voir en me disant, «En fait, j'ai besoin d'un logo». Donc souvent on reprend les bases. «OK, est-ce que tu as vraiment besoin d'un logo?» Alors évidemment qu'on le travaille, 95 du temps parce que voilà, on travaille l'identité donc le logo en fait partie. Mais en vérité, si voilà, dans un premier temps, tu veux te débrouiller par toi-même, ne t'embête pas avec ça. Ton logo, c'est pas le 1er point, c'est pas enfin, en fait, avoir un logo, c'est bien, mais
Tu l'as, tu fais quoi? Est-ce que tu vas vraiment le placarder partout? Ben non, alors que tes couleurs et tes typographies, ça, tu vas l'utiliser dans tout quoi, dans tes Mmh. présentations, sur tes posts Insta, enfin, en fait, sur tous Mmh. tes supports, tu vas avoir besoin de ces 2 critères-là, alors que le logo, voilà, dans un premier temps, si on n'en a pas, c'est pas dramatique. Mmh. Bon ça c'est noté. Tu dis souvent que l'identité visuelle est un outil de positionnement. Est-ce que c'est vraiment le rôle d'une identité visuelle d'attirer les bons clients, repousser les mauvais, clarifier son offre? Ou est-ce qu'une identité visuelle, ce serait surtout, avant tout, un outil d'identification? C'est, évidemment un outil d'identification, voilà, mais en fait, ça participe justement à se positionner sur son marché. Quand on dit qu'une identité visuelle, justement, voilà, comme tu disais, attire les bons Mmh. clients, on repousse les mauvais, voilà, c'est pas infaillible non plus, mais c'est vrai que ça fait quand même un premier tri. C'est pas le seul critère. Mmh. Évidemment que si on n'a qu'une identité visuelle et on n'a aucun fond stratégique dans ce qu'on Mmh. communique, ça marche pas, c'est pas miraculeux. Par contre, c'est vraiment un outil quand même qui, oui, qui aide, bah, à voilà, à transmettre les bons codes qui vont Mmh. parler aux clients qu'on cible, en fait. Et est-ce que justement tu as un exemple d'une marque où les choix visuels traduisent clairement leur positionnement? Toutes les marques quasiment. Bon, Oui, c'est ouais, vrai, il y a une beaucoup de question un il y a peu bête. beaucoup, d'identité visuelle qui sont pas si efficaces que ça, mais peut-être que c'est plus parlant si on prend un comparatif, sur 2 marques différentes qui sont dans le même secteur. Donc là, comme ça, ce qui me vient en tête, c'est de penser par exemple au secteur de la cosmétique. Si on prend, Sephora et Lush, Mmh mh. bah, globalement, on est sur 2 marques de cosmétiques qui proposent tout un panel de produits, mais on voit bien que si on entre dans une boutique ou dans l'autre, Mmh. voilà, on n'est pas au même endroit, on vient pas acheter la même chose, Mmh. on vient pas acheter les mêmes valeurs d'entreprise. Voilà, Pourtant les là couleurs se ressemblent quand même. Il y a oui, du mais noir. les matières, le ton qui est employé, la mise en pas je j'allais dire, mais la mise en forme des produits, des étalages et cetera. Enfin, en fait, on sent bien que quand même on est sur 2 choses très distinctes. D'un côté, on a quand même un positionnement qui est, beaucoup plus dans le glamour, dans quelque chose de très cadré, de très, contrasté, très esthétique et cetera. Et dans l'autre, on va être dans la matière brute, dans le naturel, dans le fait main, l'artisanal et cetera. Et ça se ressent tout de suite, si on met les 2 identités côte à côte, voilà. Je trouve que je dirais que c'est quand même assez parlant quand on compare. Et comment est-ce qu'on travaille son identité en cohérence avec sa stratégie, plutôt qu'en copiant les belles tendances, esthétiques sur Pinterest? Et Pinterest, c'est sûr que c'est un un très bel outil pour s'inspirer, et souvent, voilà, on a tendance à faire ça. Je le vois notamment pour les couleurs dont on parlait, le nombre de personnes qui me disent: «Bon, bah, voilà, ces couleurs-là, je les ai trouvées moi parce que, j'aimais bien ça et cetera». Mmh. Bon, bah, pourquoi pas? Parce qu'il y a quand même toujours, une petite partie de subjectivité quand on est indépendant. C'est différent pour les entreprises où on est plus travaillé, mais quand on est indépendant, c'est important que ton identité visuelle te plaise quand même. Ça qui va faire que tu as envie de l'utiliser, que tu te sentes à l'aise, aligné avec et cetera. Mais, ça peut pas être que subjectif et du coup pour ajouter une dimension stratégique à ça, en fait, la réflexion, c'est de partir de ton client idéal et de ce que tu as envie de proposer, de ce que tu as envie qu'on perçoive de ton entreprise. De poser tout ça, sur une feuille, des mots-clés, enfin voilà, tout ce qui te vient, de voir comment ça résonne et d'essayer de, voilà, de démêler tout ça pour trouver quelque chose qui soit cohérent et ensuite, bah, l'étape d'après, c'est de se dire: «OK, j'ai envie qu'on comprenne ça de moi, la première fois qu'on me voit», parce que c'est ça l'identité visuelle, hein, c'est la première image quand même qu'on a d'une entreprise. Hem et ben, quelle couleur, quelle typographie, quel, type d'éléments visuels, enfin voilà, qu'est-ce qui va bien transmettre ça? Vraiment, voilà, ça le travail de passer les mots en images, en fait. Tout à fait. Et si on revient au logo, à quel moment est-ce que tu conseilles de faire soi-même son logo et à quel moment est-ce qu'il est temps de déléguer à un graphiste dont c'est vraiment le métier? Pense que, il y a plusieurs, façons de faire. Mmh. Au tout début, il y en a qui vont avoir besoin de, dès le début, investir parce que ça les aide à s'impliquer Mmh. dans le projet, de se dire: «En fait, là, je me prends au sérieux, j'ai vraiment délégué, j'ai fait appel à une graphiste, j'ai fait appel à une copywriter», enfin voilà. J'ai fait appel à des prestats qui me permettent d'avoir une base ultra clean et voilà, je me donne les moyens d'avancer dans mon projet. Ça, c'est la première type de personnalité. Et le deuxième type de profil, ça va être, en fait, j'ai envie de commencer,
un peu plus petit. Il y a pas du tout de jugement de valeur dans ce que je dis, c'est vraiment, voilà, j'ai envie de commencer par faire par moi-même, par mettre, la main à la pâte. J'ai envie aussi de comprendre comment ça marche en le faisant moi-même, ça c'est, Mmh. très important et voilà, on peut commencer, par faire des choses, très bien par soi-même. Souvent, on est quand même bloqué, par des compétences, sauf si vraiment, voilà. Oui, c'est un métier quand même Bah, finalement de non créer mais un logo. c'est ça, sauf si vraiment, voilà, on soit on est bien guidé par une formation, un atelier ou autre, ou si on se sent très créatif et qu'on a des compétences, hein. Il y en a qui sont plutôt dans le métier, mais qui ont des très bonnes compétences dedans. Mais voilà, ça peut être en tout cas, ça c'est pas du tout un souci de commencer par faire, soi-même et souvent pour ce type de profil-là, il y a un deuxième palier qui se pose, au bout de 2-3 ans d'entrepreneuriat, quand le projet a mûri, quand on sent que les fondations sont plus solides, quand on se sent plus assuré et que du coup, on trouve que notre identité visuelle nous réduit trop Mmh. et n'est pas assez mature par rapport à ce qu'on a envie de transmettre et voilà, en gros, tout a évolué dans notre entreprise. Nos offres, elles vont évoluer, nos cibles, elle a évolué, nous, on a évolué, mais notre identité visuelle, elle reste, représentative de ce qu'on était en commençant il y a 3-4 ans et voilà, à ce moment-là, ça peut être un bon déclencheur pour se dire: «OK, je j'ai envie de passer au niveau supérieur et de déléguer ça». Et est-ce que tu pourrais donner 2 ou 3 erreurs fréquentes que tu rencontres souvent sur, la création d'un logo pour celles qui veulent le faire elles-mêmes? Alors sur la création d'un logo, c'est alors une erreur que je peux voir, c'est l'envie d'en mettre trop, trop d'éléments, et cetera. Ça, quand c'est pas maîtrisé, ça peut vite devenir flou. Mmh. En fait, un logo doit quand même rester, visible à petite taille et lisible, surtout très important et voilà, souvent quand on met trop d'éléments et que c'est pas maîtrisé, bah, en fait, on comprend rien du logo donc C'est hyper confus. confus. Voilà, c'est ça et puis la 2e chose à laquelle je pense, bah, c'est l'équilibre. C'est assez lié, mais en fait, voilà, qu'on ait, un élément, 2 ou 3 éléments dans le logo, ce qui fait qu'un logo fonctionne, c'est la manière dont on les assemble, ces éléments et ça passe beaucoup par, l'équilibre des tailles, voilà, des différents éléments et ça, c'est compliqué à Mmh. expliquer parce que, voilà, c'est aussi des années d'études qui font que ça devient naturel et que notre œil est entraîné avec ça mais voilà, il y a quand même ces 2 erreurs auxquelles je pense en tout cas, le plus Mmh. L'identité visuelle, on la voit partout, sur Instagram, le site, dans un devis, des fois même dans une facture. Est-ce que tu constates des erreurs communes quand il s'agit de décliner justement cette identité visuelle sur différents supports de communication? Non, pas forcément. Enfin, en fait, ce qui va après, être traduit comme des erreurs, c'est vraiment Mmh. plus des erreurs de notion de graphisme. Donc ça va être des erreurs dans, bah, voilà, les proportions comme on parlait pour le logo, bah, ça c'est aussi valable sur un support. La hiérarchie des informations, laisser suffisamment de marge, d'espace, enfin laisser respirer. En fait, ça va vraiment être plus des erreurs de graphisme et de mise en page, plus que de déclinaison de l'identité visuelle. Parce que, ça techniquement quand on a une identité qui est bien établie, donc qu'on a des couleurs définies, des typographies et cetera, normalement il y a pas trop de raisons de se tromper quand on les décline derrière. Une erreur à laquelle je pense en disant ça, ça peut être aussi sur les couleurs, des fois le contraste des couleurs. Fait une palette, par soi-même, bah, voilà, c'est important de penser à bien contraster, d'avoir des couleurs, qui soient, quand même très claires, d'autres très foncées, d'autres qui soient au milieu. Et de bien penser que, voilà, si on veut utiliser un fond de couleur, bah, faut que l'élément, le titre ou ce qu'on place dessus, soit suffisamment contrasté pour être bien visible. Voilà, ça peut être une erreur que je vois quand même assez fréquemment sur Mmh. Et certains entrepreneurs sont tentés de changer de logo, de charte graphique, tous les 6 mois parce qu'ils en ont marre de leur couleur, ils ont envie de tester une nouvelle police. Est-ce qu'un rebranding trop fréquent peut être dangereux finalement pour son activité? Ah oui, 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 tout à fait, parce que voilà, autant on a dit que ça pouvait évoluer, au fil du temps avec nous, mais de la même manière que si tu changes tes offres et ton positionnement tous les 6 mois, c'est très, très compliqué parce que plus personne ne comprend rien. L'identité visuelle, c'est exactement la même chose. Si, dès que tu commences à t'ancrer un petit peu dans la tête de ton audience et de tes prospects, bah, du jour au lendemain, tu changes tout, Mmh. clairement quand ils vont devoir passer, dans leur feed Insta, ils vont même pas capter que c'est toi qui parles. Et en fait, voilà, ça, c'est un gros souci d'identification et on perd, complètement le bénéfice d'avoir une identité visuelle donc oui, oui, ça, c'est quand même,
assez dangereux. Après, on s'entend, tout est relatif, personne ne va mourir, mais c'est quand même vraiment très déconseillé. Par contre, il y a quand même des situations où un rebranding devient nécessaire et quels sont les signaux justement qu'il est temps de faire un vrai rebranding cette fois? On en a parlé tout à l'heure, ça va être, souvent ça vient d'un ressenti, ça part d'un ressenti. Alors ça peut être 2 choses. Soit ça part d'un ressenti intérieur de en fait, on s'est lassé de ça, on sent que ça ne correspond plus trop et voilà, des fois on a du mal à identifier exactement pourquoi, mais on sent que ça colle plus. Et la deuxième chose, ça peut être, les clients qu'on attire, Mmh. plus qualifiés, qui Mmh. négocient tout le temps nos prix, Mmh. qui comprennent pas exactement ce qu'on fait, on a des demandes qui sont moins qualifiées, bah, ça peut venir aussi, de l'identité visuelle qui reflète pas, voilà, suffisamment cette évolution comme on disait tout à l'heure. Parce qu'effectivement, l'identité visuelle, c'est un peu comme un premier rendez-vous amoureux où tu veux plaire, mais surtout tu veux plaire à la bonne personne et qu'est-ce qui fait qu'une identité attire les bons clients comme tu dis? Et pourquoi aussi c'est OK d'en repousser d'autres? Parce qu'il y a cette crainte aussi des fois de se dire: «Oui, mais moi j'ai pas envie de perdre des clients». Oui, mais en fait, en identité visuelle, enfin, comme on disait tout à l'heure, ça s'inscrit dans une stratégie plus globale, mais c'est inévitable à un moment, de démarquer un petit peu et de faire des choix, parce que juste si on veut utiliser les couleurs, les typographies, enfin tout ce qu'il y a de plus passe-partout pour choquer personne, en fait, personne ne nous retient. Ouais, ça sert à rien et dans ce cas, c'est comme si on n'en avait pas, donc c'est très dommage. Hem, Comment ça fonctionne? Ça, c'est vraiment l'idée d'utiliser des codes qui vont parler, aux clients qu'on vise. Mmh. Alors si je prends encore un exemple, là, par exemple, en ce moment, je travaille pour une masseuse. Mmh. Et si on prend 2 masseuses, une qui a un positionnement vraiment, voilà, plus pour les sportifs, on est sur du drainage, objectif, récupération et performance. Ou une deuxième masseuse qui est vraiment, voilà, beaucoup plus dans, prendre un moment pour soi, se détendre, un petit cocon, c'est une safe place et cetera. En fait, on va pas utiliser les mêmes codes. D'un côté, celle qui s'adresse aux sportifs et qui est vraiment: «OK, je suis là, je suis, limite, ta coach et je t'aide dans tes performances». Bah, alors on va aller dans des codes qui sont, plus énergiques, des couleurs plus vives, enfin, en fait, plus liés au domaine du sport, finalement. Alors que si on veut aller dans quelque chose qui crée un cocon, au premier coup d'œil, on va aller dans des couleurs qui sont quand même plus naturelles et cetera. En fait, bah, c'est comme ça qu'on va réussir à se démarquer. Évidemment, là, je schématise et je caricature, mais c'est vraiment ça l'idée, en fait, c'est de partir de la cible, encore une fois, ça c'est la base de tout Et de en son entrepreneuriat. positionnement aussi Beh, c'est ça, finalement. de voilà, ce qu'on a envie de véhiculer et d'attirer et voilà, ensuite on se pose la question, bah, de comment on va aller, toucher cette cible-là. Donc c'est vraiment, ce mécanisme-là qui fait que, ben, toi, si tu as envie de te faire un massage et que tu vois les 2 enseignes, Oui voilà, vers qui bah, tu vas t'adresser en fait? voilà, c'est ça. Mmh. Vraiment, tu vas aller vers l'une ou vers l'autre, Mmh. que, ça t'attire plus en fonction de ce que tu recherches. Et si tu devais donner un seul conseil à une entrepreneuse ou un entrepreneur qui veut que son identité visuelle soutienne vraiment sa croissance, ce serait lequel? Pour résumer un petit peu tout ce que tu as dit finalement? Si on veut qu'une identité visuelle soutienne une croissance, faut qu'elle soit, cohérente avec ce qu'on transmet. Je pense que ça, c'est clé parce que, à la fois, ça peut être vraiment un atout, une identité visuelle. Vraiment, voilà, pousser notre message et nous aider à communiquer, à toucher les bonnes personnes, à attirer plus de clients. À la fois, ça peut aussi être un frein et une épine dans le pied. Si on fait du super travail, mais qu'on a une identité visuelle qui dit le contraire, qui dit que en fait, c'est pas maîtrisé, qu'on va pas dans le détail, que c'est un peu grossier et cetera. Bah, en fait, ça peut être un sérieux frein et c'est quand même très dommage de faire un travail de super qualité. Sauf que, quand on arrive sur ton profil Instagram ou sur ton site, la première chose que ça nous dit, c'est, «Je ne suis pas la bonne personne pour toi, je ne maîtrise pas mon travail». C'est quand même très, très dommage. C'est clair. Est-ce que tu penses que dans 3 à 5 ans avec l'IA et les outils comme Canva, l'identité visuelle sera plus facile, la création sera plus facile ou encore plus dangereux finalement? Non, je pense qu'il faut le voir vraiment comme, comme des outils qui permettent de simplifier et de rendre plus accessible l'identité visuelle. Canva, mais ça, c'est un super outil, que je conseille régulièrement à mes clientes, notamment quand on travaille, bah, sur des templates Instagram ou autres. En fait, je travaille avec Canva pour savoir la main. Je trouve que pour, rendre les choses accessibles et même, voilà, j'ai un programme en ligne pour, apprendre à faire son identité visuelle. Bah, toute la méthode est créée sur Canva pour qu'elle soit facile à suivre. Voilà, c'est loin d'être un ennemi, ce genre d'outil, c'est vraiment, voilà, justement rendre les choses plus accessibles. Ça n'a juste pas la même
fonctionnalité, mais comme en fait pour, quasiment tous les métiers, voilà de de l'infoprenariat, il y a énormément de choses qu'on peut faire avec l'IA ou avec des outils, Mmh. mais ça a sa limite, voilà, on n'y trouvera pas, l'accompagnement, le conseil, la stratégie aussi poussée ou en tout cas, voilà, faite avec, le cœur et l'humain que proposé en tant qu'entrepreneur, mais non, non, franchement, je pense que oui, ça permettra de simplifier et je vois pas pourquoi ça complexifierait, les choses, au contraire. Parce que bon, là, c'est plus personnel parce que ma fille va être future, graphic designer et c'est vrai qu'en D'accord. tant que parent, on voit l'évolution de l'intelligence artificielle. On dit: «Est-ce qu'il y a quand même de l'avenir pour elle? Est-ce qu'il y a une place quand même encore pour elle ou comment que ça va se passer finalement?» donc Oui, je pense que oui, il y a de la place et il y en aura si on est prêt à évoluer avec le métier. Ça, si on est prêt à s'en servir comme un outil et une aide, qui nous permettent de travailler différemment, mmh. mais voilà, ça remplacera, pas l'humain, j'en suis Mmh. Bon, bah, convaincue. c'est rassurant. Cette année, Anaëlle, tu fais partie du cabinet des curiosités et ton petit produit fait partie des 124 petits produits disponibles. Et pour celles qui veulent en savoir plus ou travailler avec toi, où est-ce qu'on peut te trouver? Alors du coup, on peut me trouver sur Instagram, c'est là où je suis la plus active et le nom du studio, donc c'est pépindePêche.studio. Donc voilà, si jamais, suite à cet épisode, vous avez des questions ou envie d'approfondir un sujet, avec grand plaisir, vous pouvez me parler par ici. D'accord, bah, je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Et puis merci beaucoup Anaëlle pour tous ces conseils, c'était très enrichissant. Bah, merci à toi, c'était hyper intéressant comme discussion en tout cas. À bientôt. À bientôt.